Bonjour, je m'appelle Marie-Jeanne Blain. Je suis anthropologue de formation. Je suis chercheure au Centre de recherche Interaction à Montréal et puis professeure associée à l'Université de Montréal. On va parler aujourd'hui de discrimination en emploi. On pourrait en fait même l'élargir en disant discrimination et racisme en emploi. C'est à voir, peut-être à discuter. Je m'appelle Armelle Mbamba, je suis immigrante venue du Cameroun, en Afrique centrale. Je suis juriste de formation et en ce moment, je suis en emploi comme secrétaire dans un centre communautaire qui gère les immeubles. Pour commencer, pour parler de discrimination en emploi, c'est jamais facile de faire un état des lieux parce que c'est jamais ni blanc ni rose, puis les choses peuvent évoluer, puis évoluer assez rapidement. Euh, on voit qu'il y a des améliorations, il y a un ensemble de services qui est offert aux personnes immigrantes, il y a des programmes, par exemple des programmes d'accès à l'égalité à l'emploi. On parle maintenant de la discrimination de façon beaucoup plus ouverte, on apprend à la reconnaître. Mais ce n'est pas toujours évident. Il y a une certaine discrimination, en particulier la discrimination systémique, ou des formes de discrimination plus subtiles, comme les microagressions, qui peuvent être des blagues, mais des petites blagues, des fois, qui se veulent drôles, mais à force de répéter, c'est moins drôle. Donc, au niveau de la relation avec les collègues de travail, ça peut être parfois difficile de le nommer ou de donner la preuve qu'effectivement, c'est de la discrimination en emploi. Euh, Par contre, il y a des choses qu'on est capable de nommer. On sait que le racisme direct ou la discrimination directe, ça n'a pas sa place. On voit également au niveau des statistiques que malheureusement, pour certaines populations, ils doivent en faire beaucoup plus pour arriver au même résultat. Si je suis une personne diplômée universitaire et puis que j'occupe un emploi qui répond, qui n'est pas dans mon niveau finalement de mes expériences professionnelles antérieures, ça peut être un enjeu, puis il y a des statistiques qui le montrent, là, je pourrais en parler tout à l'heure. Donc, la discrimination systémique, c'est difficile à reconnaître, parfois c'est difficile à nommer, mais les chiffres nous donnent quand même certaines pistes. Donc, qui montrent qu'il y a des façons de faire qui sont en apparence neutres, qui vont porter préjudice finalement à certains groupes. Donc, ça peut être au niveau de l'accès au marché du travail. On voit par exemple que pour les personnes, il y a eu des enquêtes par rapport à ça, que les personnes qui ont des noms à consonance arabe, malheureusement, ils ont moins de chances d'être appelés en entrevue. Où on remarque, par exemple, par rapport à la progression professionnelle, que pour certaines populations aussi, c'est plus difficile. Les populations racialisées, les personnes sur un statut temporaire. En fait, je pourrais nommer plein d'exemples. Le fait d'être une femme, le fait d'être trop jeune, trop vieux. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui fait que pour certaines populations, ils doivent en faire plus pour arriver au même résultat. Donc, au niveau des statistiques, sans tout déballer, parce que j'ai pas beaucoup de temps, on dirait plus, par exemple, par rapport au taux de chômage, on réalise que même si, par exemple, dans les dernières années, la situation s'est améliorée. Il reste que systématiquement, les personnes immigrantes, particulièrement celles qui viennent d'arriver il y a moins de 5 ans, ont un taux de chômage qui est toujours supérieur au reste de la population. En 2021, la population locale native née au Québec, ils ont à peu près 5,8 de chômage. Les personnes immigrantes qui viennent d'arriver, il faut mettre 7 à 8 de plus, donc là, c'est autour de 14 Et même si ça s'améliore, il y aura toujours ce décalage-là. Même chose pour la déqualification professionnelle, donc le fait d'occuper un emploi qui n'est pas à la mesure de ses compétences. Si je suis universitaire puis j'occupe un poste de technicien, par exemple,
Ça peut toucher tout le monde, mais les personnes immigrantes ont 2 fois plus de chances d'occuper un emploi déqualifié, particulièrement les nouveaux arrivants, particulièrement les personnes également qui sont dans des professions réglementées. Ça, c'est des stats comme très, très simples, mais ça cache d'autres mécanismes, d'autres subtilités qui sont derrière, où est-ce que pour certaines personnes, ça peut être encore plus difficile par la région où on a fait les études, par son pays d'origine, comme je disais, parce qu'on est une femme, parce qu'on est une personne réfugiée, qu'on n'a pas amené toute sa documentation pour se faire reconnaître. Il y a plein de petits facteurs comme ça qui peuvent rendre les choses complexes. Mais là, je parle. Armelle, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que toi, ça t'évoque, la discrimination en emploi? Pour moi, quand j'entends parler de discrimination, je vois exclusion, je vois distinction, je vois désocialisation. C'est des thèmes qui sont pour moi très difficiles parce que nous devons être comme... On parle d'un pays inclusif, nous sommes au Canada qui parle d'un pays d'être inclusif. Mais quand on voit un milieu d'emploi, par exemple, pour nous les immigrants, c'est un peu plus difficile dans le sens qu'on nous demande toujours les évaluations comparatives de diplôme. Et comme vous venez de l'évoquer, quand on est dans un statut de réfugié, de personne qui a fui le choix pour venir être immigrant ici, se reprendre, et il n'a pas toujours ses diplômes avec lui. Et pourtant, il faut à tout prix avoir ces diplômes, les originaux, surtout les V de notes aussi, pour pouvoir accéder à un emploi décent ou alors de travailler dans sa compétence, dans son domaine de compétence. Donc moi, je trouve ça, c'est un peu discriminatoire. Donc ça fait trop d'inégalités, trop de distinctions. Pourtant, comme vous voulez aussi l'évoquer, pour des personnes qui sont nées ici, qui ont toutes les paperasses, ils vont occuper des emplois selon leurs compétences parce qu'ils ont tout avec eux pour y accéder. C'est toujours différent d'une personne qui est immigrante. Oui, oui. Donc, il y a vraiment une perte de compétences, hein? Et c'est beaucoup plus long aussi se faire reconnaître, là. Moi, pour les personnes réfugiées, ça m'avait vraiment troublée de voir que, en fait, les personnes immigrantes, de façon générale, ça peut prendre jusqu'à 10 années pour retrouver comme finalement un niveau de qualification similaire. Mais pour les personnes réfugiées qui n'ont pas toute la documentation, des fois, il faut recommencer complètement les études. Et 10 ans, tu as le temps de faire 2 carrières, c'est fou. C'est... Oui, ça aussi, c'est vraiment fou parce que moi, je n'ai pas toujours compris pourquoi, quand on dit on reconnaît tes compétences du pays dont tu es, ton pays d'origine, on reconnaît tes compétences. Ça veut dire quoi? Si j'étais par exemple juriste dans mon pays, j'ai fait 5 ans en emploi comme juriste, si j'ai mes diplômes, on les reconnaît ici et puis on m'attribue les 5 ans d'expérience que j'ai là-bas. Mais étant donné que je suis venue peut-être dans une situation de fuite et tout, comme certains réfugiés qui n'ont pas pu rassembler ce qu'ils ont comme diplôme pour immigrer ici, ils ne peuvent pas se voir reconnaître cette compétence. Pourtant, dans leur tête, ils sont compétents. Mais ici, parce qu'ils n'ont pas le papier qu'il faut, ils ne sont pas compétents. Donc, du coup, pour eux, là, il faut qu'ils attendent le processus d'immigration, que ce soit terminé, qu'ils retournent à l'école pour avoir un code permanent, pour avoir une expérience scolaire d'ici, et puis pour être reconnu, parce qu'avant même d'accéder à un emploi, il faut aussi de l'expérience professionnelle qu'on demande. Donc, tout ça, là, c'est très long pour une personne immigrante. Oui. Et tu sais, j'ajouterais, même en ayant les papiers, c'est pas toujours facile. Et c'est là qu'on voit que, my God, surtout juriste, une profession de haut niveau comme ça, même avec les papiers, il faut passer à travers tout un processus de reconnaissance qui fait que juriste qui redevient juriste, il faut quand même, avec les papiers, compter au moins 4 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, c'est ça qui arrive malheureusement. Ouais, Parce qu'il faut tout reprendre.
Donc, ben, dans mes différentes recherches, je m'intéresse à mieux comprendre justement le processus d'inclusion des personnes immigrantes au marché du travail, mais vraiment dans une perspective où l'intégration, c'est l'affaire de tous. C'est pas seulement l'adaptation de la personne immigrante au marché du travail, mais c'est aussi de mieux comprendre le rôle des employeurs, des conseillers en emploi, du gouvernement pour s'assurer que les conditions soient remplies pour qu'il y ait différents milieux inclusifs finalement, pour mieux reconnaître les personnes immigrantes, que chacun ait sa place sur le marché du travail à la mesure de son potentiel. Que ce soit pas noir ou blanc, la personne entre dans le système, fit dans le système. Comme ça, du jour au lendemain, mais qu'il y ait aussi des mécanismes pour permettre de mieux reconnaître, mieux valoriser les compétences. Donc, c'est pas simple, c'est jamais simple. C'est un problème complexe, la discrimination en emploi, puis la discrimination systémique en particulier. Ça relève des individus qui peuvent avoir des préjugés, qui ont besoin d'être sensibilisés. Ça peut relever du système, des organisations, des employeurs, mais aussi des personnes immigrantes qui arrivent, qui doivent s'adapter à tout ça. Donc, c'est un peu tout ça que j'essaie de comprendre, puis aussi de relever parfois, comme anthropologue, on s'intéresse aussi au sens, aux représentations, à relever aussi parfois des paradoxes dans les politiques. Donc, par exemple, comment ça se fait qu'en ce moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre pour, je ne sais pas, des médecins, des enseignants, des électriciens, et bien, que les personnes qui sont ici à Montréal, beaucoup sont sur le chômage, mais qu'on recrute à l'étranger. Il y a des choses, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour mieux reconnaître les personnes qui sont déjà ici, qui veulent continuer à vivre au Québec, puis à trouver leur place finalement. Donc, c'est ça, je me demandais, Armelle, de ton côté, tu sais, par rapport à tous ces enjeux-là, si tu as vécu peut-être des enjeux particuliers au niveau de la discrimination en emploi, ça peut être comme au niveau de la recherche du travail, par exemple, puis comment tu t'es senti, si tu as eu un blocage, comment tu t'en es sorti finalement? S'il y a eu des solutions ou des pistes d'action? Oui, moi je dirais, avant de commencer l'emploi que j'occupe présentement, j'ai eu pas mal de frustration et j'ai trouvé que c'était vraiment discriminatoire. Donc ça répond à la question. Pourquoi? Parce que moi je suis une immigrante, comme je l'ai dit. Ben, j'avais aucune idée si l'évaluation comparative de diplôme était... C'est vrai qu'il faut toujours s'informer quand on vient dans un pays, mais mon parcours a été comme atypique parce que j'ai occupé des petits postes, des petits emplois qui n'avaient rien à voir avec ma compétence de juriste, même si je n'étais pas encore prête à exercer dans le milieu juridique, mais je cherchais un emploi comme adjointe administrative où je me suis vue vraiment beaucoup de barrières et je me suis retrouvée en train de faire des emplois qui n'avaient pas de rapport avec mes compétences. Et jusqu'à ce que je rencontre cet organisme qui m'a éduquée sur la question et qui m'a mis sur le chemin où aujourd'hui je peux dire, je ne suis pas tirée d'affaire, mais j'ai quand même un début de solution à mon expérience difficile, qui m'a énormément frustrée tout de même, s'il faut le dire, parce que je sais que je suis une personne compétente, mais juste parce que j'ai pas l'évaluation comparative de mes diplômes, je ne pouvais pas occuper un emploi qui est en lien avec mes compétences. Oui, oui. Donc, c'est tout à fait valable de se sentir frustré parce que d'avoir mis autant d'années, autant d'investissements sur ta profession. Puis, tu sais, j'ai aucun doute que tu as travaillé pendant plusieurs années, donc ça fait un peu partie de soi, le métier qu'on exerce. Puis, du jour au lendemain, de ne pas avoir cette reconnaissance-là, c'est pas évident, là. Oui, oui, c'est pas du tout évident parce que, bon, je crains de le dire, mais tout à l'heure, on parlait des médecins qui se retrouvent en train de faire d'autres métiers, comme par exemple Uber et tout, qui ne sont pas reconnus comme des médecins. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'ils n'ont pas fait, comme on parle toujours de cette fameuse évaluation comparative des diplômes. Je ne sais pas trop pourquoi c'est toujours un frein. Mais
dans mon cas, là, c'est une question qui reste très vague pour moi. Je n'ai pas de réponse à cette question. Parce que même si on pouvait juger le maçon au pied du mur, comme on le dit souvent chez nous, là, je pense qu'on trouverait des pistes pour intéresser tout le monde à faire un métier qui est en lien avec sa compétence. Oui, ça éviterait beaucoup de frustration, ça éviterait beaucoup de retard. Parce qu'il y a des personnes qui vont faire beaucoup de temps dans les bancs pour apprendre à nouveau ce qu'ils ont déjà appris. Et ils ont déjà même l'expérience professionnelle dans cette compétence-là. Aujourd'hui, il faut tout reprendre parce qu'on a immigré dans un pays qui ne reconnaît pas ça. Oui, oui. Mais c'est sûr, tu soulèves vraiment le rôle important des conseillers en emploi parce que c'est pas nécessairement, on pourrait dire, de la discrimination, le fait d'être dans une profession où il y a un ordre professionnel, mais il y a comme plein d'étapes à suivre qui ne sont pas toujours simples. Puis des fois, c'est le fait que les étapes à suivre, justement, ne soient pas simples, que là, ça peut amener de la discrimination, tu sais. Le fait de ne pas avoir sa documentation, quand tout est basé sur la preuve, on a besoin d'un diplôme, des relevés de notes, des preuves d'emploi, mais tout est écrit. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas les documents écrits? Et ce n'est pas tous les ordres professionnels qui vont donner la chance de donner des documents complémentaires pour donner ces preuves-là. Des fois, il faut retourner à l'école et c'est... À un moment donné, on n'est pas rendu à une étape de notre vie où est-ce qu'on veut retourner à l'école. Donc, il y a ça aussi qui est complexe, là. Oui. Mais je ne sais pas comment... tu sais, ce serait quoi peut-être un peu des pistes de solutions que toi tu verrais? Tu sais, moi j'en vois, mais de ta perspective à toi, comment on pourrait faire qu'on reconnaisse mieux les personnes immigrantes? Comment on pourrait faire qu'il y ait moins de discrimination en emploi au Québec, à Montréal? Ben, si occuper un emploi au Québec, c'est avoir cette documentation. Moi, je crains que la solution est très loin d'être trouvée. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, une personne qui a des compétences, la valeur intrinsèque, ce n'est pas le document. Je peux être allée à l'école, j'ai peut-être, je vais dire n'importe quoi, peut-être un 9 de moyenne. Mais si je suis en emploi, je peux très bien accomplir ma tâche d'adjointe administrative plus que la personne qui a eu 18 de moyenne. Donc, parce que quand on fait aussi cette évaluation comparative, je pense que la moyenne aussi entre en jeu. Donc, pour trouver des solutions, moi je pense que c'est les gouvernements qui doivent trouver cette solution, donner une brèche, une piste aux personnes qui ne sont pas nées au Québec, qui n'ont pas étudié au Québec, de les mettre à l'épreuve. Et quitte à ce que, parce qu'on a comme une probation de 3 mois, quitte à ce que pendant la probation, tu ne fasses pas tes preuves et puis on te fout dehors, que de te juger sur un document qui, ma foi, n'est pas la pratique. Ouais. Donc, la solution vraiment dépend des personnes qui ont légiféré sur ce... Oui, c'est ça. Oui. Non, mais vous avez raison que c'est ça, les solutions, c'est à différents niveaux. Tu sais, c'est le gouvernement qui a un rôle super important à jouer au niveau de le message qui passe, puis aussi les mécanismes de reconnaissance qui sont en jeu. Il y a le gouvernement, mais il y a aussi les écoles, il y a les ordres professionnels, il y a les employeurs. Donc, c'est tellement compliqué tout ça. Tu sais, il faut comme être capable de travailler à différents niveaux en même temps. C'est d'envoyer un message clair pour moi en disant, on a étudié à l'étranger, mais ça vaut quelque chose, puis donnez-nous la chance de donner cette preuve-là, tu sais, qu'on a les compétences au-delà du papier ou de l'évaluation. Là, vous mettez vraiment le doigt sur quelque chose de super important qui devrait se faire plus souvent. Et puis après ça, c'est peut-être aussi de sensibiliser les employeurs, de dire, donnez votre chance aussi à une personne qui a étudié ailleurs. Les ordres professionnels, il y aurait peut-être une façon que le processus soit plus flexible ou qu'il y ait des alternatives justement pour permettre à la personne que ce soit un stage ou un milieu de pratique accueillant. Et puis, mais oui, je comprends tout à fait votre perspective, là. Ouais. Si je peux dire quelque chose sur cette question-là, c'est que moi aussi particulièrement, j'ai été frustrée parce que je suis entrée dans une boîte parce que je n'ai pas
Je n'avais pas encore les diplômes qu'il fallait, en fait, les comparatifs qu'il fallait. J'ai commencé au bas de l'échelle, mais j'ai voulu prendre ce poste. Je me suis fait dire que c'est un poste de cadre. Je me suis sentie vraiment diminuée. Pourtant, comme je dis, dans mon pays, avant d'arriver ici, j'étais plus que cadre. Mais aujourd'hui, je suis obligée de reprendre au bas de l'échelle encore parce que l'employeur, lui, il dit qu'il suit les règles qui ont été mises sur pied pour... Je ne sais donc pas si c'est lui qui a raison ou bien c'est parce qu'il suit à la lettre les règles qui sont établies par le gouvernement. Donc, de compte fait, c'est frustrant. Mais c'est ça, on revient encore à la fameuse expérience québécoise où est-ce que on a de l'expérience en emploi, mais pas au Québec. Comment on fait pour le faire reconnaître? Oui, ça prend une première expérience. Il y a peut-être des façons de faire qui peuvent être un peu différentes, mais qui s'apprennent, puis qui s'apprennent quand même assez rapidement. Ben là, c'est vous qui allez me dire, parce que c'est vous qui vivez la transition en emploi, mais est-ce que vous avez la possibilité, là, on vous dit, vous commencez en bas de l'échelle, mais est-ce que vous voyez le haut de l'échelle qui est possible ou est-ce que vous sentez que vous allez être un peu comme rester en bas? Parce qu'il y a aussi la discrimination, c'est aussi la possibilité de pouvoir progresser. Est-ce que vous voyez ce futur-là d'avancer? Mais moi, pour mon mindset, je me vois très haut. Je me vois très haut, même si je ne tiens pas compte de ce que l'employeur peut-être pourrait penser. Parce que lui, il se fait dire qu'il respecte les règles. Parce que sans ce document, tu ne peux pas accéder à ce poste. Mais je me vois toujours très haut. Et je sais que je suis une personne compétente. Donc, il peut arriver que quelqu'un soit peut-être, c'est pas malade, et que, je sais pas, je convainc, je fais l'intérim même pour 2 jours, je fais mes preuves. Et seulement ça peut être un déclic, et puis, et ce n'est que par là, parce que autrement là, ça ne peut pas se faire. Il faut que l'employeur te donne la chance de montrer ce que tu es capable de faire pour que tu puisses accéder petit à petit. Oui. Non, puis c'est tellement important de pouvoir avoir cet espoir-là. Tu sais, de dire, ben, tu sais, si ça arrive, je vais pouvoir donner mes preuves, tu sais, puis de continuer à avoir haut le rêve, c'est super important, mais aussi, je suis consciente de tout l'effort que vous devez mettre aussi. Oui, il faut faire beaucoup d'efforts. Oui. Il faut redoubler d'efforts parce que à compétence égale, la personne qui a ce qu'on demande est la personne qui est la personne cible. Mais toi qui n'as pas, il faut qu'on te juge sur le pied, comme on dit souvent, juger sur le pied du mur. Il faut que tu redoubles d'efforts. Donc, si tu savais que tu as des compétences, dis-toi que tu n'en as pas et tu travailles triplement pour faire tes preuves. Oui, oui. Puis c'est exactement ça, la définition de la discrimination systémique, quand on applique une façon de faire, comme l'employeur dit, ben c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça doit aller. Ben, dans les conséquences, c'est que ça porte préjudice à certaines personnes plus que d'autres, celles qui n'ont pas leur diplôme ou celles qui n'ont pas pu faire valoir leur expérience antérieure. Puis non, c'est fou. Ouais. C'est fou. Armelle, pour toi, qui est passé par là, ce serait quoi ton conseil pour une personne qui vient d'arriver, une personne immigrante qui est nouvelle arrivant? Mais en dehors du fait que la personne immigrante qui est déjà sensibilisée, qui vient avec ses évaluations comparatives, puisse avoir accès à un emploi dont il est compétent, c'est juste pour ceux qui n'ont pas le moyen de le faire, juste avoir de l'espoir que les pouvoirs qui nous suivent prendront une mesure assez équitable pour ceux qui ne l'ont pas, pour pouvoir avoir accès à l'emploi selon leurs compétences. Merci, merci Armelle. Merci ben aussi au CSAI de nous avoir permis d'échanger. Puis je suis vraiment enchantée d'avoir fait ta connaissance aussi. Merci Marie-Jeanne et merci au CSAI qui me donne l'occasion de me prononcer sur la question parce que je me le disais déjà tout bas, mais là j'ai eu l'occasion de le dire très haut
Et j'espère que ceux qui vont écouter cette vidéo pourront vraiment prendre des actions pour que les personnes à venir ne souffrent pas autant que nous. Oui. Merci. Merci.